Ce dont on va parler tout de suite, c'est l'intérêt de bien commencer. Commencer à optimiser dès le début. L'optimisation se niche partout et il est important de commencer à optimiser tout de suite. Bien démarrer dès vos premiers investissements, dès votre premier investissement, bien démarrer, le faire de la bonne façon, sous la bonne forme. Alors effectivement, je ne vais pas vous parler de l'intérêt d'avoir un investissement rentable, ça va de soi, mais la rentabilité, elle peut aussi être beaucoup impactée par la façon dont vous exploitez le bien. Est-ce que vous l'achetez en nom propre ou en société et quelle fiscalité y est soumise? Ça peut fortement faire basculer un investissement sur quelque chose de moins rentable. Donc bien commencer c'est important. Pourquoi? C'est important pour aller loin, tout simplement. Je pense que si vous êtes là, vous avez envie, alors peut-être certains d'entre vous ont envie de faire un, deux biens, peut-être trois biens, et puis de s'arrêter là, et ce sera déjà très bien, et bravo à vous, c'est déjà superbe d'avoir fait ça, puisque vous avez déjà fait énormément plus que l'immense majorité des gens, mais d'autres sont aussi ici et pour aller beaucoup plus loin, pour aller chercher 5, 10, 15, 50 biens, je ne sais pas précisément, chacun son plan encore une fois, mais l'essentiel, voilà, le mot est lâché, c'est le plan. C'est d'avoir un plan. Et c'est vrai que dès le départ, c'est important de savoir pourquoi vous faites les choses. Et là, en l'occurrence, pourquoi vous investissez dans l'immobilier. Et pourquoi c'est important de le savoir? Tout simplement parce que une fois que vous aurez acheté un bien et que vous l'exploiterez d'une certaine façon, c'est toujours plus compliqué de revenir en arrière. Alors, la façon dont vous allez l'acheter, c'est primordial parce qu'effectivement, se revendre un bien à soi-même, c'est possible, mais vous allez payer des frais de notaire au passage et du coup ça va quand même grandement imputer votre rentabilité. Et puis c'est quand même compliqué à mettre en place. Ça ne se fait pas tout seul. Donc pour aller loin, il faut bien commencer. L'intérêt de bien commencer aussi, c'est tout simplement vis-à-vis de votre partenaire principal dans vos investissements, qui est votre banque, votre banquier. Je dis même votre banquier parce que oui, c'est la banque qui vous finance, mais qui est-ce qui est le représentant de la banque, qui est-ce qui est la personne avec laquelle vous vous échangez? C'est votre banquier ou votre banquière, votre conseiller. Et c'est vrai que si déjà vous construisez dès le départ une relation saine, de confiance et de bonne entente avec cette personne-là, avec cet humain, et bien finalement, derrière, au moment où vous allez arriver à enchaîner les investissements, à peut-être la limite de votre capacité d'emprunt, peut-être à créer une SCI, peut-être que lorsque les choses seront limites, c'est l'humain qui fera la différence parce que cette personne-là aura confiance en vous. Donc l'intérêt de bien commencer, il est là aussi, c'est de se dire je structure un dossier, je commence comme il faut, je présente les choses au banquier comme finalement si j'étais un professionnel de l'immobilier. N'allez pas voir votre banquier avec les mains dans les poches en le disant voilà je veux acheter un bien, il est comme ci, comme ça. Non, préparez un fichier, alors que ce soit un Word, un PDF, un Excel, que sais-je, un petit mix de tout ça si vous voulez, mais préparez un fichier, un dossier avec quelques photos, avec les chiffres, avec un plan, l'adresse précise, etc. Et dites pourquoi vous avez choisi ce bien-là, quels sont les prix sur le secteur, pourquoi il est intéressant de l'acheter à ce bien-là, qu'est-ce que vous allez en faire, est-ce qu'il y a des travaux, pas de travaux, etc. Et comment vous allez l'exploiter ensuite et pourquoi. Et qu'est-ce que ça va vous générer comme cash derrière? Est-ce que ça va s'autofinancer? Est-ce qu'il y aura une petite marge au-dessus de l'autofinancement qui va vous permettre de dégager du cash flow, etc. Et l'intérêt, c'est ça. Et ne pas se tromper dès le départ et construire le dossier, ça permet de créer ce lien de confiance avec votre banquier, avec votre banque, qui ensuite aura confiance en vous et sera plus enclin à vous suivre. Donc la relation essentielle avec la banque et ensuite effectivement donc bien commencer, c'est bien sûr choisir des biens intéressants et c'est aussi construire finalement votre patrimoine, prendre vos décisions en fonction de plusieurs facteurs. Quels sont ces facteurs? Eh bien, le premier qui est essentiel, donc on l'a dit, c'est avoir un plan, savoir où vous voulez aller. Si vous voulez vous limiter à un bien ou deux biens, effectivement, vous ne prenez pas la tête plus que ça. Vous regardez
comment l'acheter et fiscalement, est-ce que ça va vous impacter fortement ou pas, et puis vous avancez. Ma foi, il n'y aura pas de grosse différence. Par contre, si vous savez que vous voulez enchaîner, vous construire un patrimoine conséquent, là, il faut se poser davantage de questions. Et donc, on l'a dit, premier critère de choix essentiel, c'est la fiscalité. Et pas la fiscalité du bien en lui-même seulement, mais votre fiscalité à vous, puisque vous avez une partie de votre patrimoine immobilier qui va être imposée au même taux que vos revenus, et en plus, il faudra ajouter les 17,2% de CSG-CRDS. Donc, c'est quand même pas une paille, et selon votre imposition, il va parfois être plus judicieux de garder un investissement à l'impôt sur le revenu, ou bien de le faire via une société imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc, votre fiscalité est essentielle. Choisissez aussi en fonction du type d'investissement que vous faites. Vous savez, le type d'investissement, la façon dont vous allez exploiter votre logement, votre bien, va déterminer à quel régime fiscal vous allez être soumis. On n'est pas imposé de la même façon entre régime foncier et régime des loueurs meublés, qui sont imposés sur les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Ça ne rentre pas dans la même case, c'est pas imposé de la même façon, et c'est déterminé par le type d'exploitation que vous faites du bien. Est-ce que je loue nu, auquel cas régime foncier? Est-ce que je loue meublé, auquel cas régime des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux? Donc, ça c'est très bien, mais vous ne pouvez pas choisir que selon la fiscalité. Il y a aussi une logique de terrain et de marché, en fonction de là où vous êtes. Faire du meublé, ça peut être très intéressant fiscalement, vous avez plus de déductions à faire, vous faites les choses différemment, et donc, vous allez choisir effectivement selon la fiscalité, selon le type de bien, mais aussi selon une logique de marché. Vous n'allez pas nécessairement, quand bien même c'est intéressant fiscalement, faire de la location meublée s'il n'y a pas de demande sur le marché sur lequel vous êtes. Si dans votre ville, le marché de la location meublée est déjà saturé, ça n'a aucun sens d'aller faire de la location meublée, ou alors essayer différemment, peut-être faites de la colocation, si le marché là encore n'est pas saturé, peut-être faites du co-living, c'est en train de devenir davantage à la mode, c'est des investissements un peu plus importants, mais différenciez-vous. Voilà, si vous voulez vraiment faire du meublé. La location courte durée, c'est pareil, on ne la fait pas n'importe où et dans n'importe quelles conditions, toutes les villes ne se prêtent pas nécessairement à la location courte durée et n'ont pas les mêmes rentabilités. Donc, on prend les décisions selon différents critères. Il faut peser les pour, les contre, mais la fiscalité n'est pas un seul et unique critère à prendre en compte. Je vais vous parler de mon cas personnel maintenant. Je me suis tâté, je ne savais pas si j'allais vous en parler ou pas, mais c'est un bon exemple de quand on commence, quand on démarre, le fait que les choses se passent rarement exactement comme c'était prévu, et surtout qu'il faut savoir rebondir et tirer profit des différents modes d'exploitation qui sont possibles, qui s'offrent à nous, et que c'est important pour ça, pour savoir rebondir, de bien connaître tout ce qui s'offre à nous justement. Alors pas nécessairement parfaitement, mais au moins dans les grandes lignes, savoir qu'il y a des pistes où aller creuser s'il y a des choses qui se produisent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train d'acheter mon premier immeuble de rapport, un immeuble de 8 lots, sur 4 étages, 2 lots par étage, et un charmant monsieur retraité, ancien commercial, qui a le sens du commerce, et après négociation, donc nous étions tombés d'accord sur le prix de vente, aucun souci. Et cet immeuble m'était vendu avec tout le rez-de-chaussée, il y avait les 2 locaux du rez-de-chaussée qui étaient entièrement à refaire, les murs à nu, et d'un côté, il y avait même plus, il y avait plus de murs, il y avait plus de murs. Les murs étaient vraiment à nu, les revêtements avaient tous été enlevés, il n'y avait aucune cloison, et il manquait même des bouts de plancher, on voyait les caves en dessous. Donc c'était vraiment en piteux état, et de l'autre côté, c'était dans le même état que dans les années 60-70, il n'y avait plus rien depuis ces années-là, il y avait les cloisons, mais voilà, il n'y avait plus rien. Donc un beau potentiel, mais voilà. Et ce monsieur me dit que l'immeuble est composé de 8 appartements, 2 par étage, 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier, etc., etc. Bon, formidable. Et puis, à la veille de la signature du compromis, le notaire, donc le compromis était rédigé par son notaire à lui, mon notaire me fait suivre le projet de compromis. Et je reçois
Alors, j'avais regardé les diagnostics, effectivement, qui avaient été envoyés au compte-gouttes, et qui mentionnaient bien logement. Il n'y avait pas de souci, mais dans la mesure où, de toute façon, c'était nu, il n'y avait rien de concret, que ce soit un logement ou autre chose, pas de souci. Et là, vous venez de comprendre ce qui se passe, c'est que, en fait, je n'étais pas en train d'acheter 8 appartements, 8 logements, j'étais en train d'acheter 6 appartements et 2 bureaux au rez-de-chaussée, 2 locaux à usage de bureau. Administrativement, c'était des bureaux. C'était inoccupé et inutilisé depuis 20, 30, que sais-je, 20 ou 30 ans, que sais-je, mais c'était des bureaux administrativement. Et ça change pas mal de choses. Et alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce monsieur pour lui dire un petit peu ma surprise et ma façon de penser, parce que je l'ai appris quand même à la lecture du compromis, la veille de la signature, en début d'après-midi, début ou milieu d'après-midi. Et donc je l'appelle et il me dit « Ah bon, mais c'est étonnant, je pensais que c'était des logements, enfin, vous avez compris l'idée, il joue le bête. » Donc, je m'en suis servi pour négocier au passage un rabais sur le prix parce que le prix du mètre carré bureau est pas le même que le prix du mètre carré habitation, là où je suis, là où j'étais, et que, en plus, le fait de devoir changer la destination, donc on appelle ça changer de destination, hein, transformer ces bureaux, j'avais prévu les travaux, ils étaient chiffrés, ça ne changeait rien aux travaux en eux-mêmes. Ce qui changeait, c'était administrativement, je devais déclarer les travaux, et je devais surtout demander l'autorisation à la mairie pour changer la destination du bien, déclarer ensuite fiscalement, donc à l'administration fiscale, que ce n'était plus des bureaux, mais des appartements, donc une modification de taxes foncières, etc. etc. Donc quelques aléas, et en plus, en fonction de là où vous êtes, dans certaines villes et de certains quartiers des villes, c'est autorisé ou pas de transformer un local commercial ou des bureaux en logement, et parfois c'est soumis à condition. Et là, en l'occurrence, sur la zone concernée, c'était soumis à condition de rattacher un parking. Alors, avec une dérogation qui était... Moi, il n'y avait pas de parking en l'occurrence, c'est pas la possibilité d'en faire sur cet immeuble, c'est un immeuble plein centre-ville, vraiment plein centre-ville, proche de la mairie, etc. Donc ultra bien placé, mais pas la possibilité de créer de parking. Bon, la mairie, intelligemment, tolère qu'on rattache un parking au logement en louant. Vous en louez un, vous le mettez à disposition du locataire et vous déposez ça dans le dossier, dans la demande de changement de destination, ça passe. Fort heureusement pour moi, donc je me suis servi de tout ça pour négocier un petit peu à la baisse le prix de l'immeuble. J'ai pu gratter 10 000 €, ça mange pas de pain. Le papy n'était pas content, mais c'est comme ça, et ça s'est signé. Et alors, ce qui surtout a changé fondamentalement les choses, vous allez voir, c'est que j'avais prévu effectivement, donc dans cet immeuble, il y avait 3 locataires, j'avais prévu de refaire donc 5 logements. Et de tous les exploiter en nu. C'est un immeuble que j'ai acheté en perso, je les exploitais en nu tout simplement parce que je voulais faire du foncier avec le déficit foncier grâce aux nombreux et aux très gros travaux qu'il y avait à faire pour la réfection des logements et des parties communes également. Donc, fort de ça, je pars là-dessus et je me rends compte par contre que je ne peux plus faire de déficit foncier sur les appartements du rez-de-chaussée, qui n'étaient pas des appartements mais des bureaux, tout simplement parce que effectivement, le déficit foncier, c'est un avantage fiscal qui vous est octroyé par l'État pour le fait de rénover des logements, les remettre en bon état, les rénover énergétiquement, etc., pour qu'ils soient de nouveau loués et du coup, qu'ils soient sur le marché. Mais dès lors que vous transformez un bureau ou un local commercial en appartement, et pas que vous rénovez un appartement, ça change tout. Il n'y a plus la possibilité de déduire les travaux. Il n'y a plus la possibilité de faire du déficit foncier. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris la décision de meubler ces appartements. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la location meublée, ça n'est plus le régime foncier qui s'applique, c'est le régime des BIC, loueur meublé, non professionnel en l'occurrence me concernant, et au régime réel, j'ai la possibilité, même si c'était des bureaux auparavant, de déduire tous les travaux que je fais pour la rénovation des logements, des bureaux, la rénovation des bureaux et la transformation en logement. Voilà, donc vous voyez, j'ai rebondi sur un inconvénient pour en faire une chose différente. Et là où je m'en suis servi encore plus, c'est que un de ces 2 appartements, le plus petit en l'occurrence, je l'ai meublé de façon un petit peu plus qualitative et
je l'exploite en location courte durée, en location type Airbnb, et du coup, il est très très rentable. Il est bien plus rentable que s'il avait été loué en nu, ou que s'il avait été loué même en meublé à l'année, ce qui était le cas d'ailleurs un petit peu au début. J'ai fini par le modifier et le basculer en location courte durée ensuite. Donc voilà, vous voyez mon parcours en l'occurrence sur cet investissement-là, et c'est qu'une des anecdotes qui m'est arrivée, mais celle-ci c'est la plus parlante, la plus frappante, et j'ai modifié ça, et au final, pendant plusieurs années encore, je ne paie pas d'impôt sur les loyers, que ce soit les loyers issus des locations nues ou des locations meublées, grâce justement à ce petit rebond que j'ai fait, qui m'a permis de récupérer, d'amortir le prix de mes travaux, qui sinon auraient été perdus. Si je les avais loués nus, le coût des travaux, je n'aurais pas pu le déduire. J'espère que ça vous parle un petit peu, ce genre de cas pratique, ce genre de cas, de parler de soi. Alors effectivement, c'est pas toujours très évident de parler de soi et de ce qu'on fait, des décisions qu'on prend, mais voilà. Je m'efforce de le faire, je suis là pour ça, pour vous donner, pour vous partager mes connaissances et aussi et surtout mon expérience. Donc voilà. Donc, moralité, ayez un plan, mais ne soyez pas fermé. Ayez votre plan à moyen terme, à long terme. Voyez où vous allez, est-ce que vous voulez aller loin, est-ce que vous voulez enchaîner les investissements et du coup préparez-vous à le faire. Et ensuite, lancez-vous et n'hésitez pas malgré tout à rebondir. Mais pour savoir rebondir correctement, il faut, vous voyez, avoir maîtrisé un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations qui vous sont offertes pour justement faire ça. Parce que si j'avais pas eu ça en tête, je serais resté en nu et je perdais mes travaux. Et je m'en rendais compte un an après au moment de faire la déclaration avec le comptable qui m'aurait dit mais on ne peut pas déduire ces travaux-là parce que vous avez transformé des logements, des bureaux en logements. Donc toujours en capacité de réfléchir, de rebondir, c'est de la réflexion permanente. Voilà, je vais en terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bon courage, bonne recherche, bons investissements et bonne optimisation. Ciao, bye bye.